Bienvenue à tous à cette entrevue exclusive en marge de la 16e édition du forum Medays qui se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui accueille une large panoplie de décideurs, de chefs d'État et de chefs du gouvernement. Nous profitons de leur présence ici à Tanger pour leur poser quelques questions sur leur participation, mais aussi sur l'avenir des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et leurs pays respectifs. Nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir le Premier ministre de la Grenade et président de la Communauté des Caraïbes, connu sous le CARICOM. La Grenade, ce pays de petites Antilles, membre du Commonwealth, situé dans le sud-est de la mer des Caraïbes. Il faut noter que le Maroc et la Grenade ont signé une feuille de route de coopération pour la période 2025-2027 permettant de structurer de manière opérationnelle et concrète les axes et les activités de coopération pour sa première visite au Maroc. C'est une immense joie de l'accueillir en exclusivité encore une fois pour une interview pour Media TV, le Premier ministre de la Grenade et président de la Communauté des Caraïbes, CARICOM. Premier ministre Mitchell, merci de nous accorder cet entretien spécial. Merci de m'accueillir. Commençons par évoquer la position de votre pays, la Grenade, concernant l'intégrité territoriale du Maroc. Cette position a été réaffirmée dans la déclaration conjointe signée à l'issue des entretiens tenus jeudi dernier à Rabat avec le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita. Oui, il nous semble essentiel de réaffirmer notre soutien à l'intégrité territoriale du Maroc ainsi qu'au plan d'autonomie proposé. Nous sommes convaincus que cette approche constitue une voie prometteuse pour garantir la paix et la stabilité tout en préservant l'intégrité territoriale du Royaume. Nous estimons également que ce plan bénéficie d'un large soutien à l'échelle internationale. Dès lors, il est crucial, dans une optique de défense des intérêts communs, d'encourager d'autres acteurs à s'y rallier afin de résoudre les différents accords en suspens dans cette région. Ainsi, vous affirmez que la Grenade soutient la cause la plus essentielle aux yeux du peuple marocain, n'est-ce pas? Absolument. Permettez-moi de souligner que les deux premiers ministres présents à nos côtés, Roosevelt Skerrit de la Dominique et Philippe-Joseph Pierre de Sainte-Lucie, partagent cet engagement. Nous appartenons à un groupe restreint, l'Organisation des États de Caraïbes orientales, tout en étant membre du CARICOM, un groupe élargi de la Communauté des Caraïbes. En ce qui nous concerne, il semble clair que la majorité des membres soutiennent cette initiative. Nous nous sentons donc légitimes à nous exprimer au nom de tous pour réaffirmer notre appui à l'intégrité territoriale du Maroc. Les relations bilatérales entre le Maroc et la Grenade remontent à 2010. Depuis, ces relations ont indéniablement franchi un cap pour s'inscrire dans une nouvelle phase stratégique. Que pouvez-vous nous dire à propos de la feuille de route prévue pour 2025-2027? Quels en sont selon vous les principaux axes et enjeux à mettre en lumière? Plusieurs domaines sont concernés par cette coopération stratégique. Tout d'abord, elle vise à renforcer les relations bilatérales entre la Grenade et le Maroc. Ensuite, nous avons pour objectif de maintenir un engagement direct et régulier à un niveau élevé, notamment à un niveau ministériel entre les responsables des deux pays. Nous pensons en effet qu'il est primordial de placer la dimension politique au cœur de cette coopération en insistant sur la nécessité d'une intégration et d'une collaboration accrue. Sur le plan technique, divers axes de coopération ont été identifiés. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, le Maroc a renouvelé son engagement à offrir des bourses aux étudiants grenadiens. Cet aspect est particulièrement important car il ouvre des perspectives aux jeunes qui autrement n'auraient pas accès à l'enseignement supérieur. De plus, il permet de découvrir la richesse culturelle du Maroc, son hospitalité légendaire et sa diversité et sa pluralité. Ces échanges favorisent également une meilleure compréhension du monde, souvent limitée dans les Caraïbes par notre proximité avec l'Amérique du Nord, qui influence largement nos perceptions. Le Maroc offre ainsi à nos étudiants l'opportunité d'élargir leurs horizons grâce à ces échanges interpersonnels. L'agriculture représente un autre pilier essentiel de cette coopération. Dans les Caraïbes, après le tourisme, ce secteur est crucial, bien que souvent confronté à des défis liés à un coût élevé des intrants, notamment les engrais. Le gouvernement marocain a accepté de fournir ces produits en gros et de les subventionner. Un geste qui a été unanimement salué par nos agriculteurs en raison de la qualité remarquable des engrais. Enfin, nous avons convenu de renforcer la coopération en matière de sécurité, en particulier dans la formation des forces de police et de sécurité. En somme, cette coopération bilatérale couvre de nombreux domaines.
Oui, les relations bilatérales profondes entre nos deux pays. Vous avez évoqué la proximité avec l'Amérique du Nord. Selon vous, comment l'initiative de l'Atlantique africain pourrait-elle contribuer à établir des passerelles entre les deux rives de l'Atlantique et en particulier à renforcer les liens entre les États des Caraïbes et les nations africaines situées le long de l'océan Atlantique? Je pense tout d'abord que les États des Caraïbes, bien que modestes en termes de masse terrestre, se distinguent par leur vaste territoire maritime, faisant d'eux de véritables puissances océaniques. Par ailleurs, nos ancêtres étaient originaires d'Afrique. Il est essentiel pour nous de nous reconnecter à ce continent et de renforcer ces liens historiques en construisant des passerelles solides. L'initiative de l'Atlantique africain, à cet égard, revêt une importance capitale. Elle témoigne du leadership du Maroc et de la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui reconnaît la nécessité impérative d'une coopération sud-sud. Cette collaboration est primordiale pour permettre aux pays africains côtiers et à d'autres États en développement de réaliser pleinement leur potentiel économique et social. Il est également crucial de renforcer les échanges intra-africains car ils constituent un levier indispensable pour le progrès et la croissance de ces nations. Dans cette dynamique, nous, en tant que diaspora africaine, souvent décrite comme la 7e région de l'Afrique, nous considérons cette initiative comme extrêmement pertinente et nous en sommes fiers. Nous saluons également l'effort du Maroc pour inclure l'ensemble des Caraïbes dans cette démarche, qu'il s'agisse des nations anglophones ou francophones. Hier soir, j'ai eu le plaisir de rencontrer 2 anciens premiers ministres ainsi qu'un ancien ministre des Affaires étrangères haïtien. Leur présence illustre l'engagement du Maroc à collaborer avec toutes les composantes de notre région, même celles comme Haïti qui traversent des défis considérables. Nous applaudissons donc cette initiative, convaincus qu'elle continuera à se renforcer et à apporter des bénéfices durables. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre soutien à ce projet visionnaire. Monsieur le Premier ministre Mitchell, pourriez-vous partager votre position sur la coopération sud-sud que vous venez d'évoquer et qui est activement promue par Sa Majesté le roi Mohamed VI? Vous avez souligné son rôle en tant que facteur de stabilité et de sécurité dans la région des Caraïbes. Je serais ravie de savoir, selon vous, en quoi cette coopération revêt une importance particulière. Permettez-moi d'utiliser une métaphore. Le 1er juillet, la Grenade a été frappée par un ouragan de catégorie 4, causant des destructions majeures, notamment sur 2 de nos petites îles. Dans une large mesure, ce sont nos voisins du Sud qui ont été les premiers à nous venir en aide, à commencer par les membres du CARICOM qui ont apporté leur soutien sous forme d'aide financière, de renforts humains, de ressources matérielles et de secours en cas de catastrophe. Le Royaume du Maroc, lui aussi, a joué un rôle significatif en contribuant financièrement à nos efforts de secours immédiat. C'est précisément cela que l'on entend par coopération sud-sud, une solidarité qui se manifeste dans l'urgence face aux catastrophes naturelles, où l'aide est apportée rapidement, sans bureaucratie ni conditions, mais avec un pur esprit humanitaire. Cette aide immédiate permet de prévenir d'autres crises, qu'elles soient sanitaires, sécuritaires ou sociales, qui pourraient mener à un effondrement de l'ordre public. Cette capacité de réaction rapide offerte par des partenaires et des frères du Sud renforce notre confiance en ces alliances et en cette amitié. En fait, les conditions climatiques sont l'un des défis majeurs auxquels nous faisons face dans les Caraïbes, tout comme de nombreux pays du Sud, notamment les petits États insulaires en développement ou les États côtiers continentaux. Ce partenariat concret illustre parfaitement l'essence de la coopération sud-sud. De plus, la sécurité et la stabilité sociale passent également par la création d'opportunités pour nos jeunes. Par exemple, les bourses offertes par le Maroc permettent d'éviter le désespoir qui pourrait conduire certains à la radicalisation. Cette reconnaissance de l'importance de l'espoir, de la stabilité sociale et des opportunités est au cœur des relations bilatérales entre la Grenade et le Maroc. Ces relations contribuent à atteindre nos objectifs communs dans les Caraïbes et au-delà. Les catastrophes naturelles représentent une menace croissante et le changement climatique ne cesse de prendre une trajectoire inquiétante. Lors de votre intervention à la COP29 tenue en janvier dernier, vous avez affirmé, je cite, « Nous ne sommes pas ici pour mendier, mais pour exiger un partenariat en faveur de la résilience climatique. » Aujourd'hui, dans le cadre de ce Forum du Sud global, quelle est la position et la voix de cette région face aux enjeux climatiques? Parvient-elle à trouver un écho au sein de la communauté internationale, notamment auprès des grandes puissances et des principaux pays pollueurs?
Pour être honnête, sans la voix du Sud global, il n'y aurait probablement pas de COP29 ni même de discussion autour de la justice climatique. C'est véritablement cette voix qui porte l'initiative, le plaidoyer et les solutions nécessaires. C'est dans ce contexte que j'ai affirmé que nous ne sommes pas là pour mendier, mais pour démontrer notre résilience. Nous avons à maintes reprises su survivre et nous relever face aux épreuves. En 2015, par exemple, un ouragan de catégorie 3 a ravagé notre île, détruisant l'équivalent de 200% de notre PIB. Plus récemment, il y a 2 semaines, un autre ouragan majeur a frappé, suivi d'inondations importantes, et malgré ces défis, nous continuons à trouver des moyens de survivre, de prospérer, de devenir plus durables. Nous sommes, comme je le dis souvent, un véritable laboratoire vivant en première ligne du changement climatique. Nous pouvons partager nos expertises, nos défis et nos stratégies pour mieux préparer nos populations. Même face à un ouragan de catégorie 5, nous avons su limiter les pertes humaines. Si l'on compare cela avec des événements similaires dans des pays comme l'Espagne, pourtant bien plus riches et supposés mieux préparés, on constate qu'ils ont subi des pertes humaines significatives et une gestion de crise décevante. Cela montre que nous avons des leçons et des approches précieuses à offrir dans le cadre de partenariats mondiaux pour renforcer la résilience face au changement climatique. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de pointer les responsabilités, mais de trouver des solutions justes et innovantes, notamment sur le plan financier pour favoriser l'adaptation et la résilience climatique. Cette démarche nécessite également une reconnaissance de l'équité et de l'égalité. Nous ne pouvons pas demander à nos partenaires du Sud, comme l'Inde, la Chine, le Brésil, le Maroc ou les pays africains, de freiner leur développement. Près de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Si ces pays doivent recourir aux hydrocarbures pour fournir cette énergie essentielle, nous devons soutenir leurs efforts. Les nations riches comme celles d'Amérique du Nord et d'Europe ont les moyens de se détourner des hydrocarbures. Mais cela ne s'applique pas encore aux économies émergentes qui luttent pour répondre aux besoins fondamentaux de leur population. Ainsi, lorsque nous abordons la question des pollueurs historiques, nous disons que ceux qui ont déjà prospéré grâce aux hydrocarbures doivent désormais utiliser leur richesse pour passer aux énergies renouvelables. Pendant ce temps, les pays en développement doivent avoir la possibilité d'utiliser temporairement ces ressources pour créer la richesse et sortir leurs citoyens de la pauvreté. Cette conversation honnête et équilibrée est indispensable pour garantir une transition juste et efficace vers un avenir plus durable. Oui, c'est précisément la démarche que le Maroc et Sa Majesté le roi Mohamed VI promeuvent depuis la COP22 tenue en 2016 au Maroc. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre Mitchell, de vous poser 2 dernières questions. La première, quel enseignement majeur retirez-vous de votre première visite au Maroc ? Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est avant tout l'authenticité, l'hospitalité et la chaleur du peuple marocain. Bien que je ne sois ici que depuis 48 heures, ces qualités m'ont permis de me sentir comme chez moi. Cela m'a profondément touché et m'incite non seulement à revenir, mais également à en apprendre davantage sur le Maroc. J'éprouve le désir de devenir en quelque sorte un ambassadeur du mode de vie marocain, de sa culture riche et des nombreuses initiatives visionnaires portées par Sa Majesté le Roi. Par ailleurs, il est évident que le Maroc est un pays résolument progressiste. Je pense qu'il est essentiel de mieux faire connaître au monde entier les réalisations du Royaume, tant sur le plan national qu'en faveur de l'Afrique et des pays du Sud, dans le cadre de son rôle régional élargi et de son engagement pour une coopération accrue. Que souhaiteriez-vous dire aux Marocains ainsi qu'à vos frères et sœurs des pays subsahariens à propos de votre pays, Monsieur le Premier ministre Mitchell ? Je dirais sans aucun doute que nous partageons avec vous la même chaleur humaine, la même hospitalité authentique et sincère. Grenade est une petite île, mais une île de beauté exceptionnelle où l'hospitalité occupe une place centrale. Nous invitons chaleureusement tous ceux qui en ont l'opportunité à venir découvrir notre pays. Nous partageons également un passé marqué par une vision progressiste. Nos citoyens aspirent profondément à un avenir meilleur pour eux, pour leurs voisins et pour le monde entier. Monsieur le Premier ministre Mitchell, je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de participer à cet entretien et d'avoir généreusement partagé vos précieuses réflexions. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Je vous remercie, c'est un plaisir. Je vous remercie. Voilà, c'était l'entrevue spéciale en exclusivité avec le Premier ministre de Grenade sur Médien TV. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.